Bessiata d'Ishmaïa, on est dans la suite de notre étude sur la Gemara de Beitza. On est maintenant à la page Lamed Bet Amoud Aleph et nous allons commencer une nouvelle Mishnah aujourd'hui. Alors, avant de commencer cette Mishnah, je dois vous préciser plusieurs petites introductions. La première chose, c'est que nous avons vu dans la Mishnah, dans la Gemara surtout précédente, qu'il y a ce qu'on appelle le concept de En binyan vestira bekeilim. Il n'y a pas de binyan et de stira bekeilim. Autrement dit, l'interdiction shabbatique et par extension de Yom Tov, qui s'appelle Bonnet Vesoter, qui font partie des 39 travaux shabbatiques, ne sont pas en vigueur concernant des éléments qui ne sont pas attachés à la terre. Ça veut dire que Bonnet Vesoter, une maison c'est Bonnet Vesoter, quelque chose qui est attaché au sol totalement soudé, on transgresse l'interdit du Bonnet Vesoter. Mais comme vous vous rappelez, on avait parlé du fait que déconstruire quelque chose qui est posé sur le sol ou bien qui n'est pas attaché au sol, ça s'appelle Keilim et En Binan Vestira Bekeilim. Donc a priori, on n'est pas dans un chapitre où il y a un interdit de la Torah de construire et déconstruire. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a un autre interdit qui s'appelle Maké Bepatish. Maké Bepatish, c'est lorsque on arrive à l'étape terminale de la conception de quoi que ce soit. Je donne un exemple. Écrire la dernière lettre d'un Sefer Torah, ça s'appelle Maké Bepatish. Parce que ça vient donner l'intégralité de quelque chose qui n'était pas encore intègre. Je donne un autre exemple. Maké, donner un coup, Bepatish avec un marteau. Pourquoi ça s'appelle Maké Bepatish ? C'est parce que, à l'époque, quand on construisait un ustensile, quand il était fin prêt, la dernière touche pour le terminer, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'il y avait des images comme ça dans les vieilles BD ou dans les vieux dessins animés, c'est qu'on vient et que, par exemple, le forgeron, quand il termine de construire quelque chose, à la fin, il donne le dernier coup. Ça s'appelle Maké Bepatish. C'est pour manifester qu'on a bel et bien et définitivement terminé la confection de ce qu'on doit faire. Donc chaque, on va dire, appréhension de chaque sujet des mélachot de Shabbat, même quand quelque chose n'est pas une mélacha, en soi, elle peut être considérée comme Maké Bepatish. C'est la raison pour laquelle dans notre Mishnah, lorsque nous allons aborder la question de faire ou de défaire quelque chose qui n'est pas un karka, un binyan bekarka, une construction attachée au sol, la considération ici ne pourra pas être boine besoter parce que en binyan vestira bekeilim. La considération pourra être soit parce qu'on donne une réalité à quelque chose qui n'existe pas, on va voir tout à l'heure avec du charbon, avec des mèches, avec d'autres choses, ça va être le sujet de la Mishnah, soit par rapport à ce qu'on a dit Maké Bepatish, c'est-à-dire terminer finalement quelque chose qui était en phase finale de confection ou de fabrication. Première introduction. Deuxième introduction. La Mishnah va nous parler d'interdiction qui, même si tu veux faire ces choses-là pour le Ochel Nefesh, tu n'auras pas le droit de le faire. Je vous rappelle que Ochel Nefesh ne concerne pas toutes les mélachot. Un bonhomme qui veut moissonner parce qu'il dit c'est Ochel Nefesh, on lui dit cher juif, il fallait s'y prendre avant. Et on avait d'ailleurs dit que une mélacha qui peut être faite la veille de Yom Tov, ou bien une mélacha qui est faite de manière industrielle quand elle est faite en général, alors elle ne peut pas être réalisée sous prétexte d'être pour Ochel Nefesh pendant Yom Tov. Après ces points d'introduction, je vais ajouter encore un autre troisième point, c'est que dans notre Mishnah, on va parler aussi, entre autres, des nerfs, des nérotes. On avait dit une fois que ner ptila shemen, qui est l'acrostiche du mot nefesh, ner c'est le réceptacle dans lequel on va mettre l'huile, ptila c'est la mèche, et shemen c'est l'huile. Et ces trois composants étaient utilisés à l'époque pour pouvoir éclairer.
Eh bien, le nerf, quand on va en parler dans la Mishnah, le nerf ici qui veut dire le réceptacle, on va dire le récipient dans lequel on mettait l'huile, comment est-ce qu'on le fabriquait? À l'origine, c'était fait avec du tit. Alors, pour faire honneur à notre ami Ilan qui a donné la traduction hier, c'était avec du mortier que l'on préparait. On en faisait une forme d'œuf. Et après que ça ait été fait une forme d'œuf, quand c'était encore pâteux, on prenait le poing et on appuyait avec le aigrove comme ça pour écraser comme une pâte à modeler, ou bien si ça vous rappelle des vieux souvenirs de maternelle, quand on faisait des avodotes avec nos professeurs, des travaux pratiques, on créait quelque chose qui avait reçu une forme, puisque c'était du mou et un petit peu liquide comme ça, qui était en même temps suffisamment souple pour qu'on lui donne une forme. Et après qu'il ait une forme où l'espace qui était en forme d'œuf large a pris le creux du poing, on prenait ça et on le brûlait, on le chauffait pour le transformer à ce qu'on appelle vulgairement de l'argile, du khérès, qui dès lors qu'il a été séché par le feu, qui fait s'évaporer toutes les particules liquides qui sont présentes, eh bien, ça donne un récipient qui est capable de recevoir l'huile. Alors bien évidemment, nous on a toujours l'habitude que l'argile c'est poreux, etc. On va dire qu'on parle d'une porosité qui a dû certainement être prévenue par des produits et tout, c'est pas notre sujet. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Mais pourquoi? Tout simplement parce que dans la Mishnah, on comprend bien, mes chers amis, qu'en principe, mettre son poing dans l'œuf, dans la forme d'œuf, pour écraser, c'est pas l'étape définitive. C'est une étape préliminaire, parce qu'après, il faut encore le chauffer. Mais est-ce que c'est déjà permis ou interdit ça le jour de Yom Tov? Après, c'est quelques points d'introduction qui sont peut-être, j'espère, le moins rébarbatifs possible. Mais c'est pas très agréable d'écouter l'introduction. Commençons la Mishnah, on y va. On mérite la Mishnah. La Mishnah nous dit, En pohatin et taner mipne sheu osekli. On n'a pas le droit de diminuer le niveau de ce qui va être destiné à devenir un réceptacle pour l'allumage de l'huile en étant ce qu'on appelle le nerf, donc le bougeoir, même si ce n'est pas une bougie, mais je ne sais pas comment on appelle ça en français. Et quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de descendre son niveau, comme je vous l'ai expliqué, mais Rashi Akadosh, je vais le commenter tout de suite. Mipne, sheu osekli, car ce faisant, il confectionne un cli. Yaboné Vessoter, c'est assembler ou déconstruire. Et Yaboiné, c'est qu'avant, c'était pas un cli, et maintenant, ça devient un cli. Or, faire devenir un cli quelque chose qui n'est pas un cli, c'est un problème. Première halakha de la Mishnah, dont nous allons voir le commentaire de Rashi dans quelques instants. Ve'en osim pehamim beyom tov. Et on n'a pas le droit de créer des pehamim. Pehamim, ça veut dire des charbons pendant Yom Tov. Comment est-ce qu'on crée du charbon? En fait, on crée du charbon simplement en utilisant du feu qui est embrasé sur du bois et en l'éteignant. Vous allez me dire, mais est-ce qu'on a le droit d'éteindre à Yom Tov? Oh. En tout cas, on voit qu'on n'a pas le droit de confectionner du charbon pendant Yom Tov. Ve'en chotrim et aptila. Troisième halakha, c'est que si on a besoin d'une mèche, eh bien, il y a des mèches qui sont trop longues. Est-ce qu'on a le droit de couper la mèche pour l'ajuster à la longueur de ce qu'on va utiliser? Genre, le gars, il a acheté un rouleau de 10 mètres de mèche, et il en a besoin que pour 48 heures, 72 heures. Est-ce qu'il a le droit de couper ou pas? On n'a pas le droit. Rabbi Yehuda de dire Hotecha ba'ur. Hotecha en kli, ça veut dire Hotech ota. Et comme on utilise l'emploi du présent, c'est qu'il a le droit de la couper. Ba'ur, le mot our ne veut pas dire à la lumière, parce que si vous mettez une mèche à la lumière, vous attendez qu'elle brûle. Si vous n'utilisez pas une loupe ou des systèmes MacGyver, vous n'allez jamais réussir à la brûler. Mais on parle de our. Our, ça veut dire le feu. Et en effet, il est vrai qu'une mèche, si on la met au feu, le feu, il a la caractéristique que la combustion, elle va détruire les particules de tissu de la mèche.
C'est comme si, pour couper la mèche, au lieu de la couper, par exemple avec un ciseau ou avec un couteau, on n'aurait pas le droit de le faire tel que la Mishnah le dit, on va expliquer selon Rashi et la Gemara pourquoi. Mais par contre, si on prend les deux parties de la mèche, on les met là où on veut couper en face du feu et qu'on attend, eh bien là, nous dit Rabbi Yehuda, on aura le droit de le faire. Prenons Rashi Akadosh pour essayer de décortiquer. Mais de quoi nous parle cette Mishnah? Nous dit Rashi Akadosh, on est dans l'intérieur de la page du côté droit, et marqué Pohatim et Taner. On n'a pas le droit de diminuer le niveau de ce qui va se destiner à devenir un réceptacle. C'est-à-dire de prendre un des betsim du yotzer, c'est-à-dire un des œufs de l'artisan qui normalement a préparé en forme d'œuf le mortier qui se destine à devenir de l'argile. On n'a pas le droit d'en prendre un. Et d'enfoncer son poing à l'intérieur de cet œuf, la hakok ner, pour y creuser un nerf. Alors là, on voit qu'il est marqué kroizel. Bon, on a l'impression que ça veut dire creuser dans Rashi. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. L'oïda. Non, ouais. Non, je crois pas. Ici, dans les commentaires, ils me disent que c'est plutôt le surnom d'un espèce d'ustensile pour recevoir la bougie, enfin l'huile et Bélaaz. Mais Pene, quelle est la raison? La raison pour laquelle c'est interdit, c'est aussi parce qu'il confectionne un ustensile. On n'a pas le droit de créer un Shabbat, on n'a pas le droit de créer un Yom Tov. On ne parle pas de construire, on parle de créer. Il n'y en avait pas, et maintenant il y en a. C'était pas un cli, et maintenant c'est un cli. Mes chers amis, ça veut dire que même si c'est une étape préliminaire, parce qu'il va falloir encore après le chauffer, le brûler pour le sécher, etc. Hein, mais cette étape-là est suffisamment décisive que c'est quelque chose qui a déjà une valeur. On verra dans Gemara tout à l'heure. Deuxième explication. Deuxième loi. On n'a pas le droit de confectionner du charbon. De inhu nami klininhu. Inhu en araméen veut dire elou. Ceci, démonstratif. De inhu, car ceci, nami aussi, klininhu, ils sont un ustensile. Un ustensile, pourquoi? Parce qu'ils ont une fonction. C'est quoi? Les tzorfei zav, pour ceux qui vont allier l'or, ou bien dans d'autres commentaires, comme celui du Rambam, je crois, ou d'autres, on parle de l'argent, c'est que pour pouvoir s'occuper de l'or et de l'argent, il faut du charbon. Ouais. Ou ptilanami kliou, la dlaka. Et ça, c'est pour la deuxième loi. Et que quand tu éteins finalement du bois embrasé pour en faire du charbon, eh bien, au moment où tu éteins, tu dis bah, j'éteins parce que j'éteins, c'est tout. C'est vrai. Mais éteindre le feu d'un bois qui peut devenir du charbon, si toi tu regardes que l'action d'éteindre, sache qu'en éteignant, tu es en train de créer. Qu'est-ce que tu es en train de créer? Quelque chose qui peut être utilisé par les tzorfei za'av, par les personnes qui s'occupent des métaux précieux. Ou ptilanami, mais à propos de la troisième loi, Rashi nous dit aussi, la mèche aussi, kli iladlaka, elle est considérée comme un ustensile d'allumage. Shetzricha asiya vetikun, car contrairement à ce qu'on pense, une mèche, c'est quelque chose qui doit être confectionné et qui doit être arrangé. Ah, mais Rabbi Yehuda nous avait dit, Hotecha, Baou. Si vous regardez dans Rashi, il écrit Hotechan, vous le voyez ou pas? Ouais, chez vous aussi c'est écrit Hotechan dans Rashi. Il y a parfois des petites différenciations de Girsaot entre Rashi et les termes de la Mishnah quand il les cite. Hotran, on parle au pluriel. Rashi nous dit Bagemara mefaresh maishna ur misakin.
Dans la Gemara, on va expliquer c'est quoi la différence entre d'un côté Our, le feu, par le biais duquel Rabbi Yehuda permet a priori de couper la mèche, et Sakin, à propos de quoi même Rabbi Yehuda interdit de confectionner la mèche. Voici la Mishnah et le commentaire de Rashi. La Gemara nous dit Man tana de pehitat ner manaou. Qui est celui qui est le Tana, l'enseignant, qui dit que réduire le niveau du réceptacle de l'huile, qu'on appelle un ner, c'est quelque chose qui transforme l'objet en kéli. Rashi Akadosh explique le fond de la question. Nous, on se dit, attends, c'est quoi cette histoire ? Bien évidemment, avant, il avait une tête d'œuf, l'instrument, et maintenant, aucun réceptacle. Et maintenant, quand tu l'as écrasé, il a un réceptacle, donc il peut recevoir l'huile, donc c'est bon. Rashi dit, Pritat ner manaou, kodem shetzarafo bekipshan, avant qu'il ne le brûle dans le feu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme il y a deux étapes, d'abord on lui donne la forme et après on le brûle, alors le maïs, qui a dit qu'à cette étape préliminaire, déjà il y a un problème. Reprenons la Gemara. Amar Rav Yosef de dire Rab Meiri, ça va comme Rabbi Meir, autrement dit, d'Etania, que Rabbi Meir il a dit dans une braïta, un ustensile d'argile, à partir de quelle étape de confection il peut commencer à recevoir la Toum'a. Je vous rappelle qu'il n'y a que les Kélim qui s'appellent Kéli qui peuvent recevoir la Toum'a, qui peuvent recevoir l'impureté. Mais ce qui n'est pas encore à l'étape d'être appelé Kéli, c'est quelque chose qui ne peut pas recevoir l'impureté. La Mishnah de dire, la Braïta de dire Mishe Nigmera Melarto, Mishe, c'est comme Mishe Nichnasada, à partir du moment où Nigmera a été terminé, Melarto, sa confection. Si on regarde cette première opinion, on dirait qu'avant d'avoir été brûlé dans le feu, si on prend un ustensile et qu'on lui a seulement donné une forme dans le mortier, mais qu'on ne l'a pas encore mis au feu, alors, ça ne serait pas un cli. Mais, dit vrai Rabbi Meir, Rabbi Yoshua Omer, Mishit Srefu Bekivshan. C'est pas comme on a dit. Mais dès lors qu'on a déjà donné une forme, Rabbi Meir dit c'est bon. Alors que Rabbi Yoshua, excusez-moi, je vous l'ai mal dit, c'est Mishit Srefu Bakifshan, c'est uniquement à partir du moment où ils le brûleront au feu. Donc Rabbi Meir dit, ça s'appelle déjà un kli, c'est déjà un Mekabel Toum'a à la première étape, alors que Rabbi Yoshua dit qu'il faudrait encore attendre. Rashi Akadosh, il a commenté pour justement exclure ma mauvaise interprétation. C'est quoi ? Mishenigmera melachtan, à partir du moment où son travail a été terminé, Haki Katam, le fait d'aller creuser, depuis qu'il y a eu le creux qui a été fait par le poing dans cet ustensile, c'est déjà interdit. Alors, c'est déjà Mekabel Touma. Alors que Rabbi Yeshua avait dit Mishe Itzarfu. Il dit Rashi, Mishe Hazekem, à partir du moment où il aura renforcé la forme, Aliédé Tsirouf, Aour, Bakifshan, par le fait de mettre dans le four et de brûler. Et dit le Rav, Metzarev, Belashon Hachamim, le mot Matzref, vous connaissez, puisque vous connaissez Atzorfim, bien évidemment. Vous connaissez le magasin Atzorfim ? Vous savez, c'est un magasin pas cher du tout. Tout est à 10 shekels. Non, je plaisante. C'est le magasin d'argenterie à Jéru, qui est qui est un magasin d'argenterie. Ça s'appelle Ha-Tzorfim, ceux qui sont Tzoref. Tzoref, c'est quoi ? Non, on dit c'est quoi Tzoref ? Et dit Rashi, Matzref, Belashon Hachamim, Mehazek ou Makshe, Kle Heres ou Kle Matachot, Bedavar Mahazikan. C'est lorsque quelqu'un renforce et durcit des ustensiles d'argile ou des ustensiles de métaux par quelque chose qui vient renforcer,
durcir, refermer, refermer, ben bemaim ben beur, que ce soit parce qu'il y avait de l'eau ou que ce soit par le feu. Bon, mais qu'il soit, moi je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là. Mais je pense que tout le monde a compris. Tout le monde sait, Rabotaï, que le métal, il peut être liquide jusqu'à ce qu'il se solidifie et qu'après, il faut encore le travailler pour le sécher, et ça. Vous connaissez tout ça, ouais? Oui, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle matechet, parce que metichimoto, c'est quelque chose qui coule et tout. Bon, vous avez déjà, Baruch Hashem, vous êtes des gens vaccinés, surtout certains qui font de la chimie, qui savent que on sait bien que les métaux, voilà, c'est des particules et tout. Ok. Donc on voit que la Gemara, elle s'est d'abord préoccupée de savoir qui est le Tana qui a dit que c'est déjà interdit à cette étape-là. C'est celui qui pense, dans la Braïta qui parle des Kelim, qu'à partir du moment où déjà tu as donné une forme, ça s'appelle déjà que tu as fait le Keli. Et Kelim et Kabel Touma. Amar le Abaye de lui poser la question. Mimai, d'où est-ce que tu tiens cette information? Dilmad kanlukam Rabbi Meir atamela. Peut-être que jusqu'ici Rabbi Meir n'a parlé là-bas que des hazel kaboule bemidi, que on parle d'un ustensile. Hazel en araméen, ça veut dire quoi en hébreu? Ça fait déjà plusieurs dizaines de fois qu'on le voit. Wouh! Parce que peut-être que c'est hazel uniquement lorsque le keli il est habilité, apte, les kaboulei beimide, de recevoir à l'intérieur de lui. Midi veut dire quelque chose. Mais ici, quand le gars il a mis le point, qu'est-ce que c'est capable de recevoir? Sous-entendu, tant qu'il n'y a pas eu le tsirouf dans le feu, a priori tu peux rien en faire. Il n'est pas encore terminé. C'est du mortier qui a pris une forme. C'est pas encore un ustensile. La Gemara elle dit Mai avalacha le mai hazé. Mais ici, à quoi ça pourrait servir? La Gemara dit le kaboulei be pshité. Ça pourrait recevoir pshité. Pshité, ça veut dire des pièces de monnaie. Rabotaï, ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que, étant donné que le travail de mettre dans le feu cet ustensile va faire en sorte qu'il soit un ustensile qui devienne capable de recevoir un liquide sans le perdre. Avant cela, on se dit peut-être qu'il ne va rien recevoir. On dit si, parce qu'en fait, il peut recevoir d'être un réceptacle de pièces. Bien évidemment, mes chers amis, Yom Tov, on n'utilise pas les pièces. C'est juste pour dire que c'est capable d'être un cli. Je récapitule pour que ça soit clair pour tout le monde. La Gemara vient nous dire qui est le Tana qui a enseigné la Mishnah qui parle du fait qu'à partir du moment où déjà il a mis son poing dans le mortier pour en faire une forme, c'est déjà quelque chose qui est à ce point décisif dans les étapes de fabrication que c'est interdit comme si c'était un cli. La Gemara donne l'hypothèse de dire c'est Reb Meir. Pourquoi c'est Reb Meir? Parce que Rabbi Meir, il a dit dans la mahloket avec Rabbi Yoshua, dans une braïta sur le loi des Kelim, qu'à partir du moment où déjà tu as fabriqué la forme, déjà ça s'appelle un cli qui peut recevoir la touma. Alors que Rabbi Yoshua, il avait dit, il faut aussi que ça passe dans le feu, sinon c'est pas un réceptacle. Et donc notre Mishnah, il irait comme Rabbi Meir de la braïta. Demande à Gemara Abaye d'interroger. Mais tu dis peut-être n'importe quoi. Parce que qui te permet de dire une chose pareille? Peut-être que tout ce que Rabbi Meir il a dit là-bas, il n'a pas parlé du mortier que tu donnes une forme, mais uniquement des ustensiles que à partir du moment où tu leur as donné une forme, ils sont déjà utilisables. Mais ici, étant donné qu'il ne peut pas encore recevoir l'huile, le réceptacle, pourquoi? Parce qu'avant que tu le mettes dans le feu, tu ne peux pas recevoir de l'huile. Alors qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Peut-être que même Rabbi Meir ici ne serait pas d'accord. Réponse de Gemara, c'est pas vrai. Ici aussi, c'est habilité à partir du moment où on lui a donné une forme.
C'est vrai que c'est peut-être pas habilité déjà à recevoir de l'huile, mais c'est déjà habilité à recevoir des pièces. Et c'est pour ça que Reb Meir, à partir du moment où il y a une fonction qui peut être fonctionnelle, même si ce n'est pas la fonction terminale, ça s'appelle déjà une étape, même si elle est préliminaire, qui à propos du nerf, fait que ça s'appelle déjà un cli.